Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo déjà pour célébrer un petit peu les 5000 abonnés. Donc ça c'est cool. Ça fait bien plaisir. Merci à vous évidemment, ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés. Cliquez sur le petit bouton. Ensuite, vous avez remarqué, j'ai fait principalement des vidéos sur l'univers du jeu ces derniers temps parce que, comme je revenais de Vichy, c'était plutôt de circonstances. J'ai des discussions pas mal intéressantes là-bas et comme le milieu du jeu évolue quand même beaucoup, j'avais envie un peu d'adresser ça. C'est pas fini parce que il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment là j'ai des interventions d'éditeurs. Euh, il me manque encore des auteurs, un ou deux auteurs. Si jamais des gens se reconnaissent sur la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, donc ça c'est cool. Et puis après aussi, on va parler un petit peu du petit Kofi que j'ai lancé. Alors ceux qui sont déjà abonnés au Patreon KissKissBankBank ne touchent à rien, ça change rien, c'est juste que Kofi, j'ai vu que c'était quand même plus pratique. Donc voilà, si vous voulez aider un petit peu la chaîne, n'hésitez pas, il y a le lien en description. Moi, ça m'aide un peu à acheter des boîtes que je reçois pas forcément des éditeurs et puis déplacer en festival, tout ça. Donc voilà, essayer de produire plus de contenu aussi. Donc voilà, si vous aimez le contenu un peu différent que je propose, un peu critique et sur les coulisses du jeu, n'hésitez pas. Je vais aussi alors, je pensais le faire déjà dès maintenant, mais comme vous savez, ça fait un petit moment que je suis sur un jeu en co-création avec Rémi, le designer de Ancient Knowledge. Ça va sortir chez Super Meeple à Cannes 2026, donc c'est dans longtemps. Je pensais faire un petit carnet de dev au fur et à mesure du dev, mais en fait le truc c'est que il y a tellement de trucs qui bougent et tellement rapidement, et puis ça prend déjà tellement de temps que j'ai pas trop eu le temps de faire ça. Par contre, ce qui va se passer, donc je pense d'ici un an, quelque chose comme ça, c'est que quand l'édition du jeu va commencer à avancer un peu sérieusement, j'en parlerai à ce moment-là et je montrerai un peu les états d'avancée, qu'est-ce qui se passe pendant l'édition d'un jeu, et puis je reviendrai un peu sur la création. Peut-être même qu'on fera une petite vidéo ensemble avec Rémi. Donc voilà, n'hésitez pas là aussi à dire dans les commentaires si c'est ce genre de contenu qui vous intéresse, mais c'est des trucs un petit peu différents là aussi. Parce que honnêtement, on va pas se le cacher, j'en peux plus de toutes ces sorties. On va pas se le cacher. Déjà, je suis très investi sur Star Wars Unlimited. Je suis investi sur les euros que j'aime déjà beaucoup de base. J'arrive pas à suivre la cadence de toutes les sorties qu'il y a. C'est impossible pour moi. En fait, ça correspond pas à 100% mon profil de joueur. Donc j'ai envie de faire des choses un petit peu différentes sur la chaîne. Et quand je parle d'un jeu, j'en parle vraiment après, soit après pas mal de parties, soit parce que le jeu m'a vraiment parlé. Ce qui va être le cas sur cette vidéo, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas du contenu absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que j'ai pas envie de rentrer dans cette folie des sorties permanentes. Moi perso, c'est pas quelque chose qui me convient, donc je vais pas à travers la chaîne le promouvoir. Il n'empêche qu'il y a quand même pas mal de jeux intéressants et on y vient de suite. Et là, pour le coup, j'ai une très belle sélection. On va commencer par un des Havre Dipsy qui est sorti chez Super Meeple. Donc pareil, je fais la review un petit peu en retard parce que j'avais envie d'avancer pas mal de scénarios avant d'en parler. Parce qu'en fait, le jeu est un petit peu... il a des bases communes de gameplay, mais c'est vrai que les scénars amènent des objectifs de fin et quelques petites variations de gameplay qui qu'on a envie un petit peu d'approfondir avant d'en parler un peu réellement du jeu. J'avais joué déjà à la première version, j'aime déjà la première version beaucoup. Euh, et il y a quand même pas mal de différences avec ça là. Alors là, c'est pareil, on est un petit peu dans ce que j'appelle l'école Great Western Trail, c'est-à-dire un petit peu, tu prends le premier et tu prends le New Zealand, t'as 80% de base de gameplay commun, et au final, t'as des sensations totalement différentes. Et là, sur Endeavor, je dirais un peu que c'est la même chose. Il y a une modernisation très claire du jeu. Qu'est-ce que j'appelle modernisation? C'est moins d'interaction, plus de satisfaction. Le synthétiser comme ça. Ce qui veut dire que bah, les configs de jeu elles vont être plutôt à 3, comme 90% des euros qui sortent aujourd'hui, exactement pour cette raison. Parce que pour satisfaire les gens, il faut des combos, il faut débloquer des choses. Ça prend du temps, ça crée du downtime, et on enlève de l'interaction notamment punitive.
direct. Par exemple, il y en avait dans le premier, tu pouvais enlever des pions adverses sur des zones à coups de canon. Donc tu avais quand même une interaction qui pouvait être assez violente. Mais tu avais aussi une interaction indirecte sur la pose de token qui était beaucoup plus présente. Parce que là, en fait, on a un plateau modulaire, on va explorer au fur et à mesure des nouvelles tuiles qui vont créer de nouvelles zones sur lesquelles tout le monde ne va pas forcément. Donc des fois, tu vas te retrouver seul sur une tuile sur laquelle tu vas pas avoir vraiment de compétition pour aller placer tes tokens d'action. Là où sur le jeu de base, tu démarrais tous sur la même map, donc déjà c'était la grosse guerre. Et après, effectivement, tu avais une extension aussi sur d'autres zones, mais sur lesquelles souvent d'autres joueurs venaient. Mais c'est aussi pour ça que c'était un jeu plutôt à 4-5, le premier. Là où pour moi on est vraiment un pur jeu à 3, même si il se joue très bien à 4. Mais pour moi les deux dernières manches vont être un peu longues. Surtout que tu as ce symptôme de plus tu joues bien, plus tu joues longtemps. Parce qu'en fait le jeu s'arrête quand tout le monde a passé. Et si quelqu'un a énormément d'action et que quelqu'un d'autre a mal anticipé et il a beaucoup moins d'action, bah il va attendre en fait. Donc il y a aussi une petite nouveauté. Alors, sur les bases de gameplay, en fait, la base de gameplay, elle est assez simple. Il y a 7 manches. Au début de ta manche, tu prends un spécialiste dans ce trail-là, qui était un bâtiment avant. Et tu as accès plus ou moins loin selon ta piste de technologie. Et pendant ton tour de jeu, donc tu vas gagner des tokens, tout ça. Et pendant ton tour de jeu, tu vas poser des tokens sur tes spécialistes pour aller poser des tokens sur des actions ou pas, parce que certaines actions, on n'a pas besoin de poser des tokens, mais par exemple, pour découvrir une nouvelle tuile, il va falloir poser un token sonar. Je ne vais pas expliquer toutes les actions, mais en gros, c'est une espèce de mécanique de programmation d'ouvriers personnels avec une interaction sur un plateau. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est thématiquement, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment excellent. J'aime pour une fois, j'ai pas souvenir en fait de jeux qui ont pas une volonté, qui ont pas une thématique très capitaliste et qui marchent en Eurogame. Et là, pour le coup, le but c'est vraiment d'explorer, de conserver des espèces. Récolter de la science pour aller faire des publications. Moi, je trouve ça vraiment trop trop bien. Il n'y a pas d'argent. Il y a juste 4 jauges et une jauge de recherche. Et vraiment, il y a ce truc aussi de... tu peux explorer de plus en plus profond, pareil, avec une jauge aussi qui va décider de ça. Et en fait, t'as vraiment un truc de découverte des nouvelles tuiles. Genre, quand t'es le premier scénario, tu peux aller jusqu'au niveau 5. Ouah, tu découvres les tuiles et tout. C'est vraiment très très cool. Et en plus, il y a des micro-règles sur. Il y a quelques petites règles sur des tuiles avancées. À partir du niveau 2, elles ont souvent des règles un peu spécifiques. Qui sont très simples et qui sont résumées sur une fiche. Donc pas de problème pour enfin, de nouvelles règles qui arriveront en cours. Elles sont vraiment très fluides. Et elles sont vraiment toutes très différentes et t'as vraiment ce sentiment d'exploration. Moi, je trouve qu'il marche vachement et qui est hyper bien intégré thématiquement parce que les illustrations sont vraiment très très cool. Et c'est pour moi la principale qualité du jeu. En plus d'être un euro très facile et très agréable, les règles sont vraiment très simples. Avec ce que je vous ai expliqué, vous avez déjà les bases de gameplay. Après, il faut aller un peu plus spécifiquement sur chaque action, mais ça reste vraiment très simple. Le taf iconographique est très très bon. Euh, c'est vraiment très bien. Si vous aimez ce style de jeu, c'est vraiment très bien. À 3, ça dure 1 heure et demie, je dirais. Grand grand max. C'est un peu plus long que le premier quand même, parce que comme je dis, il y a des phénomènes d'enchaînement de combos qui sont plus présents que dans le premier. Mais voilà, c'est un peu la modernité de ces jeux-là, c'est comme ça. Il y a une nouveauté aussi du coup qui a été incluse, c'est que quand tu fais des publications, donc tu gagnes ces cartes là que tu vas chercher dans une rivière, et en fait souvent elles vont te permettre de retourner un ouvrier, un spécialiste, ça s'appelle dans le jeu. Et c'est cool parce que quand tu le retournes, tu vas regagner les bonus de pistes et tu vas débloquer de nouvelles actions, ou alors ça va faire un truc totalement différent et juste te faire monter des pistes et t'enlever une action. Enfin, il y a pas mal d'effets assez divers. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple du jeu avec 80% de mécanique identique avec le premier, un feeling mais complètement complètement différent. C'est même encore plus différent qu'entre Great Western normal et Great Western New Zealand, je trouve. On est vraiment...
c'est difficile de reconnaître le premier jeu. J'ai du mal à me rappeler les sensations du premier jeu quand on joue à celui-là, tellement c'est différent, alors que pourtant la mécanique d'action est exactement la même. Il y a aussi un plateau impact là, qui est justement le plateau de scénario, en plus de filer des objectifs de fin qui vont être différents et un setup différent. Tu vas gagner à des moments des jetons impact. Et en fait, tu vas faire une grille comme ça où tu vas aller au fur et à mesure en complétant la grille. Et il y a des bonus complètement différents selon les scénars. Ça, c'est plutôt très cool aussi. Voilà, un des Havor d'Ipsy, c'est vraiment bien. Moi, je le conseille beaucoup plus à 3. Ils ont aussi rajouté... À 2, il marche, mais c'est vrai que du coup, l'interaction qu'il y a dans le jeu sur la pose des pions, elle est beaucoup moins présente que dans le jeu de base, mais elle est quand même là. Et c'est vrai qu'à 2, en l'enlevant, c'est quand même, je trouve que là, on atteint un peu les limites, on est un peu trop solo, je trouve. Après, ça dépend, parce que des fois, il y a des parties à 2 où tu vas te suivre avec l'autre, et du coup, tu vas tout le temps être sur les mêmes tuiles et profiter des opportunités. Ce qui est souvent voulu par le jeu, parce que quand tu fais des connexions à 2 joueurs, bah, tu gagnes un bonus au milieu. Quand tu fais la connexion tout seul, tu vas gagner le bonus, mais quand les 2 joueurs la font, les deux vont gagner le bonus, donc tu as quand même une incitation d'optimisation à faire ça à 2. Mais voilà, souvent tu vas quand même aller prendre tes opportunités. Donc à 2, moi voilà, sans plus. Par contre, il y a de la coop. Ils ont rajouté un mode coop qui marche. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais j'ai pas été très fan. On l'a testé à 2. Je trouve qu'à 2 d'ailleurs, potentiellement le mode coop marche mieux que le mode compète. Mais je sais pas, je préfère le jouer en mode compète. Je sais pas trop, j'ai du mal à expliquer pourquoi, parce que le mode coop est vraiment bien fait. Peut-être que c'est mes habitudes de jeu sur ce jeu, sur le premier et tout, qui font que j'ai du mal à me projeter sur de la coop. Alors que pourtant, je trouve que le gameplay est fait pour et marche plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de règles différentes hein, sur le coop. En fait, tu as juste sur les objectifs, tu as des objectifs, t'as les seuils que tu as à remplir pour le faire en coop. Et puis, tu as des petites cartes en plus aussi qui vont te rajouter des objectifs et certaines qui vont te rajouter des malus et des bonus. Donc, vraiment, c'est vraiment clean le mode coop. Mais voilà, testez-le de votre côté. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai pas complètement adhéré, mais j'ai quand même l'impression l'intuition qu'à 2 c'est la meilleure config en coop et à 3 en compète. Et puis à 4 en compète aussi, mais voilà, il faut accepter que ce soit un peu plus long. Moi je trouve que ce jeu, moi je kiffe ce genre de jeu quand il dure 1 h 30, quand c'est un peu au-delà, c'est un peu trop pour moi. Voilà, c'est vraiment très très bien. Je vais pas tout montrer, ouais, si, voilà, les plateaux perso, tout ça. On va passer à Galactic Renaissance qui vient de sortir chez Matago. Qui est un jeu développé en interne. Donc ça, c'est c'est suffisamment rare pour être souligné, je précise, sur un gros jeu. Donc Christian Martinez, c'était lui qui avait fait Inis. Euh, donc quand même pas mal d'attentes. Inis, ça reste régulièrement en top 100 BGG, donc c'est un jeu qui a quand même eu sa petite réputation. Pour en avoir discuté avec Matago d'ailleurs, a priori le jeu se vend beaucoup plus aux États-Unis et à l'étranger qu'en France. C'est pas hyper étonnant vu le marché des gros jeux en France. Mais voilà, du coup, ça je crois que ça a été hyper long à faire, hein. Je crois que ça fait 8 ans qu'il est dessus, je veux pas dire de conneries, mais ça fait plus de 5 ans, ça c'est certain. Euh, et c'est vraiment très atypique. Alors, ça ressemble à ça une partie. T'as ton plateau perso, et en fait c'est de la programmation de cartes. Alors, vous laissez pas perturbé par les figurines, parce que moi je croyais que c'était un jeu de conquête à la base. Et effectivement, il y a un côté un peu conquête majorité, plus majorité que conquête d'ailleurs. Mais en vrai, quand t'approfondis le jeu, pour moi c'est vraiment une mécanique de séquençage de cartes. Je m'explique. Quand tu joues à ton tour, tu vas jouer une carte qui va te faire une action. Sauf que certaines cartes, en plus de faire cette action, elles te permettent de continuer à jouer. Sauf qu'au début, tu as une main que de 2 cartes. Et au fur et à mesure, tu vas étendre ta taille de main en posant des fondations. Je crois que c'est ça le terme, les fondations. Et donc, en fin de game, tu vas te retrouver avec vraiment des séquençages de cartes assez balèzes. Et pourquoi tu as besoin de faire ça? Parce qu'en fait, une personne gagne quand elle arrive à 30 points. Sauf que, quand tu es à 20 points, tu es obligé de faire 10 points d'un coup. Si tu arrives à 28, tu redescendras à 20 à la fin de ton tour. Donc il faut arriver à faire 10 points d'un coup. Donc le jeu
Ça sert à rien. En fait, il faut aller gratter des points au début, pas de souci. Mais ça sert à rien d'aller les gratter massivement parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un gap. Il faut vraiment développer ton deck building aussi en même temps. Parce qu'en fait, aussi, truc assez original, j'ai envie de dire un petit peu à la Narak, mais pas totalement. En fait, à chaque fois que tu joues tes cartes, tu les empiles dans l'ordre et après, tu vas les mettre sous ton deck. Donc, tu sais normalement dans quel ordre vont revenir tes cartes et comment en fonction de la taille de ton deck et tout. Donc, c'est vraiment la partie absolument cruciale du jeu. Et après, j'ai pas trop expliqué comment ça se joue, mais en gros, tu fais des points en faisant des objectifs, en posant une carte qui te permet de scorer les objectifs. Là aussi, originalité, au début, t'as que deux objectifs, au bout d'un moment, t'en as un troisième, et puis après, le premier est remplacé par un autre objectif, et le deuxième est remplacé par un autre objectif. Pour éviter, alors là, moi, c'est mon interprétation, c'est pour éviter des phénomènes de snowball. Imaginons que tu es hyper bien implanté sur un objectif, même si les autres joueurs peuvent interagir sur tes majorités, des fois, ça va peut-être être un peu compliqué, et du coup, ça pourrait engrainer un peu trop vite sur pouvoir rescorer le même objectif de manière vraiment trop puissante. Donc, du coup, il y a une espèce de renouvellement au début, en cours de partie, qui marche plutôt bien, mais qui des fois peut aussi te mettre dans la merde, ou des fois, moi, ma dernière partie, je me suis retrouvé dans une situation où les objectifs que je visais étaient bons, et quand les nouveaux se sont révélés, c'était pas du tout aligné de la même manière, mais vraiment, c'était quasi opposé. Et du coup, ça m'a mis dans une situation où j'ai pas réussi à revenir à ce moment-là. Donc ça, c'est peut-être un petit peu problématique, ou alors c'est peut-être moi qui l'ai mal joué, j'aurais peut-être dû me concentrer plus sur le troisième et pas autant sur les deux premiers. Mais en même temps, tu as quand même besoin de scorer, donc c'est difficile de le faire un petit peu à moitié. Mais bon, c'est typiquement le genre de jeu est tellement atypique dans la manière dont ça se joue que tu as besoin quand même de faire plusieurs parties et tout pour vraiment comprendre le système de jeu. Il y a aussi, comme j'ai expliqué sur les majorités, c'est pas vraiment de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas sur une tuile, il se passe rien. Sauf qu'à la fin de ton tour, s'il y a une tuile sur laquelle il n'y a plus de place, donc tu as mis des tokens, mais ça a déjà rempli la tuile. Par exemple, là, vous voyez, on a 9 places. Bah, si tu rajoutes une dixième, onzième, douzième place, en fait, il y a ce qu'ils appellent dans le jeu un désordre. Et en fait, bah, du coup, il y a plusieurs options, mais en gros, tu vas devoir en retirer, les virer définitivement, ou alors tu vas jouer une carte de ta main qui a un effet de désordre, qui va complètement, par exemple, te faire un effet ultra positif, ou complètement ruiner les plans de l'adversaire qui a lancé le désordre, ou plein d'effets comme ça. Et en fait, c'est là qu'en fait, tu as tous les effets de swing pour gagner les majorités, parce que les majorités, les objectifs, ils vont être sur ça, en fait. Par exemple, avoir une majorité de tokens sur des planètes qui ont un portail bleu. Je donne un exemple. Les portails, en fait, c'est ce qui va permettre de se déplacer de planète en planète. Et là aussi, c'est assez rigolo parce que, bah, comme vous voyez, attendez, elle est où voilà. Comme vous voyez, en fait, il n'y a pas de plateau de jeu. Tu as ton plateau perso et tu balances les planètes au milieu parce qu'en fait, tu te déplaces de planète en planète en utilisant des portails. Donc en fait, il n'y a pas d'ordre dans lequel tu peux visiter les planètes en fait. Donc là aussi, assez original. Les planètes ont un pouvoir. Tu peux récupérer le pouvoir pour le mettre sur ton plateau perso et le déclencher. Voilà, hein, c'est très très atypique. La première partie va vous perturber, hein, très clairement. Il faut une partie pour rentrer dedans. Et surtout, comme je dis, c'est un jeu qui est assez contradictoire parce qu'en vrai, c'est un jeu de cartes. Clairement, pour moi, c'est un jeu de cartes. Tout le monde démarre avec les mêmes cartes. Au début, on va en drafter une spéciale. Et en fait, au fur et à mesure, on va gagner des spécialistes qui vont complètement créer la symétrie du jeu et qui vont spécialiser et tout. Donc ces cartes sont vraiment vraiment hyper importantes, sachant qu'en plus, tous ces spécialistes-là, ils permettent de rejouer systématiquement. Donc c'est vraiment du card advantage pur, quoi. Et comme je dis, au début, on démarque avec deux cartes. Donc du coup, j'en viens peut-être au principal, peut-être au seul point négatif que j'aurai à faire sur le jeu, qui est que j'ai l'impression que débloquer ces trucs-là très vite, c'est beaucoup trop important. Parce qu'en fait, plus tu les débloques, plus tu augmentes ta main de cartes pour arriver jusqu'à 5. Et il y a des cartes spécialistes. Alors, tout le monde a une seule carte dans son deck pour faire ça. Sauf que il y a quelques cartes spécialistes qui te permettent de le faire aussi. Et moi, j'ai l'impression que quand tu as ces cartes-là, quand tu les as tôt, tu prends une avance de ouf sur le card advantage. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, la win, elle se fait quand même beaucoup sur le card advantage. Évidemment, après, la manière dont tu gères les objets et tout, mais quand même, la main de carte, la taille de ta main, elle est tellement, tellement importante
que voilà, moi ça serait peut-être la petite réserve que je mettrais. Peut-être que le designer va me dire autrement et que c'est pas si impactant que ça. Moi je pense quand même, alors il faut le faire, ça c'est sûr. Ça j'en suis sûr et certain qu'il faut la développer ta main et tout. Là où la question que je me pose, c'est est-ce que les spécialistes qui jouent là-dessus sont trop forts en début de partie parce qu'ils te débloquent trop vite ta main. Moi, j'ai tendance à penser oui, mais peut-être que le designer va me contredire là-dessus, et que c'est peut-être que du coup, il faut que quand quelqu'un a ça, il débloque trop vite sa main, il faut peut-être plus le contest et tout. Mais il y a quand même beaucoup d'infos sur le jeu, encore une fois. Donc, si c'est des choses qui sont contrables après avoir fait plus de 10 parties sur le jeu avec les mêmes personnes et tout, pour moi, ça reste un problème. Moi, je les aurais virées, peut-être, ces cartes. Où j'aurais donné plus d'options dans le deck de base peut-être pour le faire, mais c'est con parce que je crois qu'il y en a que deux trois. Moi, dans le doute, si j'avais designé le jeu dans le doute, je les aurais enlevés en fait. Parce qu'en fait, c'est très dur à prouver, je pense. C'est le genre de trucs qui sont très durs à prouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à niveau 2 tu connais pas le jeu par cœur et tout le monde connaît pas le jeu par cœur, je trouve que ça donne quand même un avantage. Après, vous pouvez les virer. Il n'y a pas de souci. Au pire, vous les virez. Mais voilà, c'est à peu près le seul reproche que j'ai à faire sur le jeu. Et le côté un peu assez atypique. Après, à combien ça joue? Bah, j'ai envie de dire 3 encore une fois. Parce que je trouve qu'à 4 c'est trop chaotique pour moi. J'arrive plus à suivre ce qui se passe. Le temps que ça revienne à toi, il se passe tellement de trucs que tu peux rien anticiper. Ça devient vraiment du pur opportunisme. Alors qu'à 3 t'as vraiment une anticipation intéressante qui se fait. Et même à 2 le jeu marche bien. T'es vraiment en mode duel. Mais ça marche bien parce que là, du coup, tu as un contrôle total. Parce qu'en plus, tu sais combien de cartes à l'adversaire, quelle zone il a. Enfin, tu peux vraiment être beaucoup plus dans l'interaction et anticiper beaucoup plus ce qu'il va faire et toi ce que tu peux faire. Donc à 2 le jeu est très très très, très tactique. Mais moi, je la mets à 3 parce que du coup, on est dans la bonne balance entre la grosse tactique, très duel, et en même temps ce soupçon de petits chaos sans que ça soit trop comme le jeu à 4. Mais voilà, très bien à 2 aussi. Je trouve que la charte graphique est top. Vous voyez, moi sur les cartes, je trouve ça vraiment cool. Petit style, Mobus, métal hurlant à l'ancienne un petit peu. Voilà, moi j'aime vraiment bien. Donc voilà, je crois qu'on n'en parle pas beaucoup de ce jeu parce qu'en plus c'est sorti en même temps que Matago a dit qu'ils arrêtaient les gros jeux, enfin les jeux experts, comme on les appelle toujours. Moi je vais commencer à appeler ça des gros jeux. Mais voilà, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, très atypique. Faut voir, faut juste pas se dire, ok, je pars sur un gros jeu de conquête de territoire et tout. C'est pas du tout ça. En fait, vraiment, il faut aimer les cartes, enchaîner les bonnes combos de cartes, se rappeler dans quelle ordre tu les mets, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment du moteur de cartes. Moi, je trouve ça vraiment très agréable, très atypique. On n'a pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Donc voilà, le matos est cool. Moi, je trouve les figurines et tout, tout est cool. Non, non, vraiment très bien, Galactic Renaissance. Et ensuite, le gros morceau. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler encore. Si, normalement, si, enfin, forcément que j'ai le droit, mais le truc, c'est que le jeu, il sort qu'en novembre, donc je suis peut-être un petit peu en avance. Mais bon, au moins, je serai le premier à avoir fait une grosse review sur le jeu. Je l'ai fini, en plus. Je l'ai même fini il y a genre une semaine, un truc comme ça. Donc j'ai mis du temps quand même à la faire. Mais j'avais envie de faire d'en faire plusieurs en même temps. Donc Dead Cells. Comme vous savez, si vous avez vu la vidéo Vichy, c'était une très grosse attente. J'avoue que je l'ai demandé direct à l'éditeur parce que je voulais l'avoir à l'avance s'il y avait moyen pour pouvoir faire la campagne avant d'en parler. Sachant que je savais pas combien de temps ça allait prendre et je me doutais que ça allait prendre du temps. On va y revenir. J'avais trouvé l'initiation à Vichy excellente. J'avais très envie d'y rejouer. Et bah c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très bien. Vous pouvez reprendre la vidéo Vichy et reprendre tout ce qu'il y a de bien là-dessus. Je vais maintenant parler des trucs dont j'ai pas parlé à Vichy parce que là du coup j'ai pu tout faire. Bon, en gros, c'est l'adaptation du jeu vidéo, c'est un roguelite adapté en jeu. On n'a jamais vu ça clairement. Donc ça va vraiment décontenancer certains joueurs. Donc déjà, premier truc à savoir, le jeu est basé sur la mort. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avancer et puis tu vas mourir et tu vas reprendre de zéro.
Pour les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont trouver ça frustrant, sauf qu'en fait c'est fait exprès. Le but en fait est de débloquer des trucs permanents pour tes prochains runs et au fur et à mesure tu vas monter en puissance. Du coup, il y a plein de trucs pas permanents, il y a des trucs permanents et en fait quand tu fais des runs, il faut au début aller chercher les trucs permanents, en l'occurrence par exemple les cellules. Les cellules ça va être permanent et c'est comme de l'XP, ça va te permettre de débloquer dans des paquets de cartes des nouvelles choses. Il va y avoir des runes aussi qui vont être permanentes. Et grâce à ces cellules, tu vas trouver des cartes et tout que tu vas mettre sur cette espèce de plateau qui vont te permettre d'avoir des bonus permanents pour tes runs. Tu vas aussi avoir des nouvelles cartes dans ton deck de combat. Et voilà. Et tout ça, ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, plus tu les additionnes et plus vraiment ta puissance, elle va augmenter exponentiellement. Et donc le jeu, fatalement, vu qu'il est basé sur une mécanique de mort, il est très dur. Et c'est fait pour. En tout cas, au début, il est fait pour être très dur parce qu'il est fait pour pas que tu arrives au boss en mode tranquille, même sur un heureux hasard, et, il faut pas. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Parce que sinon, tu craques le jeu et voilà, tu passes à autre chose et t'as rien découvert de ce que propose le jeu. Le but, en termes de gameplay, le spot idéal pour les designers, c'est qu'en fait, t'es fini, t'es quasi récolté presque toutes les cartes des paquets, ou en tout cas que t'en aies quand même récolté un bon lot, que t'as bien garni ton plateau là, et que t'arrives au boss de fin tout en galérant un petit peu, mais que t'y arrives, boum, voilà. C'est ça l'intention. On peut commencer par le système de donjon. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas avancer dans un donjon, tu vas avoir des combats, des rencontres, des trésors. Et quand tu arrives au bout du donjon, soit tu vas direct dans un autre donjon, soit tu combats un boss, et si tu le bats, le run s'arrête. Si tu meurs, évidemment, le run s'arrête aussi. Et voilà, donc t'as quand même. Le système est beaucoup basé sur les combats. Et le système de combat, moi, je le trouve hyper intelligent. T'as que 3 rounds de combat. Et au bout de 3 rounds, que les ennemis soient morts ou pas, le combat se finit. Par contre, tu conserves tes dégâts. Et tu conserves le loot que tu as gagné pendant le combat aussi. Donc quand tu tues certains des ennemis, tu gagnes du loot. Mais des fois aussi, tu peux piller un loot inhérent au combat. Et ça va te faire, par exemple, monter les stats de ton perso. Parce qu'il y a ça aussi. Tu vas monter pendant ton run les stats de ton perso. Par contre, quand tu meurs, les stats vont être resetés. Donc voilà. Et du coup, le système de combat, il est hyper simple. Parce qu'en fait, tu suis des lignes. Et tu les appliques dans l'ordre. Par exemple, joueur 1, il inflige un dégât, ça te dit, parce qu'il y a une mécanique de positionnement aussi, tu peux toucher première case jusqu'à la dernière et ça te dit jusqu'où tu peux toucher. Et puis après, les ennemis vont s'activer. Des fois, tu as un ennemi qui s'active avant. Enfin voilà, il y a une file un peu d'initiative qui est très très simple à comprendre. On peut le voir là peut-être en zoomant un petit peu. Hop. Vous voyez, voilà, là par exemple, là on voit pas la carte joueur, mais on prend la carte joueur, puis après on résout ça, on résout ça, on résout ça, puis après on passe ronde 2, on fait la même chose. Et en fait, c'est hyper malin, c'est très simple. Et en fait, ça reste très tactique parce qu'il y a vraiment un ordre de priorité activé. Quelle carte je veux mettre avec des dégâts, mais je veux les mettre en 1 parce que on veut le tuer avant qu'il nous mette des dégâts. Mais en fait, on pourra pas, donc on va peut-être se mettre des boucliers pour empêcher les dégâts. Ah ouais, il va nous mettre du poison au round 2. Au poison, on va prendre un dégât à chaque round. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on l'anticipe? Est-ce qu'il faut pas qu'on le tue? Ou alors peut-être il faut débloquer pour que tu aies un bouclier doré pour empêcher le statut. Vous voyez, ce genre de réflexion sur un système de jeu extrêmement simple, il y a quand même pas mal de réflexions qui se lancent. Donc moi je trouve que l'équilibre simplicité de règles et en même temps la tactique du combat est là. Pour moi, il est parfaitement respecté. Et voilà, franchement, très honnêtement, c'est probablement le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année. Je vais appliquer une nuance après plus tard, mais pour moi le jeu est complètement indispensable. Déjà, il propose un truc encore une fois que j'ai jamais vu nulle part. T'as un degré de satisfaction et de simplicité de jeu qui est vraiment là. En plus de ça, je pas dit, mais les runs sont très faciles. Tu peux très facilement ranger la boîte et le relancer, ça va très très vite. C'est pas comme les gros jeux genre Etherfield, narratif et tout, où c'est une galère. Parce que là, il y a une idée simple mais brillante, c'est que ce plateau-là, en fait, tu as des petites pochettes. Du coup, quand tu mets les cartes, t'as plus qu'à replier le plateau et tu rouvres le plateau et il est tel quel. T'as pas les cartes qui se barrent, tu dois pas les ranger et tout. Ça, ce système de pochette, faut absolument que ce soit repris dans d'autres jeux du même type ou des jeux narratifs et tout parce que c'est absolument brillant. Euh, le jeu est vraiment très simple à ranger, il n'y a pas tant de matos que ça. Le truc un poil long, ça va être ça. Quand tu mets un nouveau biome, il va falloir mettre des nouveaux tuiles, mais ça va parce qu'il n'y en a pas 40 000 à mettre. Vraiment, vraiment très très simple.
Euh, la satisfaction de débloquer des trucs au fur et à mesure, elle est vraiment, vraiment géniale. Et je trouve qu'ils ont été assez inventifs sur les choses que tu débloques au fur et à mesure. Déjà, il y en a beaucoup. Il y a 3 paquets, plus un quatrième qui est un peu à part, mais un paquet de chaque spécialisation assez conséquent quand même. Donc tu vas vraiment débloquer beaucoup de trucs, plus tous les équipements, plus la symétrie des persos. Non, franchement, il y a de quoi faire, vraiment, vraiment. L'édition est impeccable, la DA est impeccable. Euh, le renouvellement des donjons aussi est vraiment bien foutu. Chaque donjon a ses propres règles, ses propres monstres et tout. Pareil, là aussi, ils ont essayé de coller un peu jeu vidéo, mais ça marche vraiment bien. Tout a été adapté, évidemment. Donc, c'est pas du tel quel. Ils ont adapté ça intelligemment à chaque fois. Parce qu'évidemment, le jeu vidéo, c'est un platformer d'action. Donc, rien à voir avec un jeu de plateau, hein. Tu peux pas reproduire ça tel quel. Donc, le taf de transposition est vraiment, vraiment brillant. Le taf d'édition est brillant. Maintenant, arrivons. Alors, il y a un point à préciser, et pour moi, un autre point qui est un peu négatif parce que j'ai fini la campagne. Premier point à préciser. Nous, on a fait tout le jeu à deux. Clairement, c'est un jeu que tu as envie de faire tout le temps avec les mêmes personnes. Tu peux intégrer des nouveaux joueurs, il n'y a pas de problème. Tu leur mettras un plateau et tout, ils vont pas être perdus et tout. Par contre, comme une grosse partie de la satisfaction du jeu, comme le disait Boris dans sa vidéo, est de débloquer des choses, si tu t'arrives de temps en temps, bah, tu vas avoir qu'une partie de la satisfaction. Là où vraiment débloquer les choses au fur et à mesure, ça fait vraiment partie du plaisir du jeu. Donc du coup, moi j'aurais tendance à dire que le jeu, déjà, ouais, que le jeu, il faut y jouer avec les mêmes personnes. Il marche très bien en solo, il marche très bien à deux, il y a une petite adaptation, et il est idéalement fait pour 3. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans un combat, tu ne vas jouer que 3 cartes. Donc à 3, chaque joueur va jouer une carte. Et à 2, un joueur, le premier joueur va jouer 2 cartes et l'autre va en jouer une. Donc en fait, on sent qu'il est calibré pour être à 3, mais pas du tout à 4. Ils ont fait une adaptation, mais en gros à 4, il y a un des joueurs qui va pas jouer une carte combat et qui va avoir une espèce de compensation un peu bizarre. Mais clairement, voilà, ils n'ont pas trouvé de solution idéale pour 4. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que comme je dis, la config à 4 est improbable parce que jouer tout le temps à 4 avec les mêmes gens, à moins d'être dans une famille mormone, ça me paraît quand même très compliqué. Euh, Donc, pour moi, c'est pas vraiment un défaut. Il est parfaitement jouable de 1 à 3 et pour moi, ça suffit largement. Et c'est très bien comme ça. Et nous, on l'a fait à 2 et je trouve que le jeu est parfait à 2. Par contre, le petit défaut, alors là, est-ce que c'est un défaut qu'on a rencontré nous ou pas? Parce qu'il y a énormément de paramètres déjà qui vont dépendre des persos que tu as choisis. Et nous, c'est vrai que je pense qu'on a choisi une bonne association de persos parce qu'au début, on était parti sur une association de persos un peu random et on galérait de ouf. Donc on a tous les deux pris les 2 persos défensifs et ça marchait bien mieux. Donc de base, on est parti sur une config un peu optimale à 2. Et j'ai l'impression qu'à 2 t'es un peu obligé au début, au moins c'est sûr d'avoir un perso défensif, parce que sinon tu prends vraiment trop trop cher. Là où à 4 bah, du coup ça serait parti bien. Bref, je trouve le jeu parfait en termes de difficulté, jusqu'à 80% on va dire, quelque chose comme ça. Et à un moment, en fait, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui s'est passé dans notre partie. Tout d'un coup, on est passé de ok, on y arrive, ça devient quand même moins dur, tout ça, on fait des runs de plus en plus longs, ce qui est normal, ce qui est censé se passer, à waouh, on a passé un gap de puissance et là, on roule sur le jeu. Et en gros, et ça a un peu tué notre dernier donjon et le dernier boss, parce que du coup, le dernier donjon, on l'a fait en one shot. Enfin, on l'avait fait une fois un petit peu avant, on avait vu que c'était trop dur, on était reparti un petit peu looté et tout, parce qu'on y était allé quand même vraiment très tôt. On était reparti un peu looté et tout ça. Mais pas tant que ça, en final, je crois qu'on a fait que 2 ou 3 runs de loot en plus. Et tout d'un coup, il y a eu un gap en fait. Il y a eu un gap, on revient au dernier donjon, on roule sur le donjon. Et le boss de fin, on lui roule dessus. Genre, on n'a même pas utilisé toutes nos potions et tout. Euh, Donc ça laisse une sensation un petit peu amère de finir le jeu comme ça, parce que c'est pas censé se passer comme ça, clairement. Mais bon, voilà, c'est sûr. Alors pareil sur la durée de partie. Pareil, j'ai vu la vidéo de Boris aussi qui disait que c'était des dizaines et des dizaines d'heures. Non, c'est pas des dizaines et des dizaines d'heures, clairement pas. C'est long, enfin c'est correctement long, mais c'est pas des dizaines et des dizaines. Nous, en 2 semaines, on l'a fini.
On y jouait pas mal, mais on n'a pas non plus fait des sessions de 8 heures par jour, hein, tu vois. Donc même pas de semaines, hein, je dirais 10 jours, 12 jours peut-être. On a fait quelques sessions de 3 heures, peut-être, mais pas tant que ça. Donc moi je dirais une dizaine d'heures, je pense, à la louche, entre 15 et 20 à la louche. Après, c'est nous, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont mettre peut-être plus longtemps, je sais pas. Mais voilà, cette fin est un petit peu frustrante. Il y a un mode de difficulté qui se débloque, on n'a pas encore commencé parce que je me tâtais entre faire ce nouveau mode et peut-être le relancer à zéro avec des nouveaux persos. Ça, c'était un peu la discussion. Donc voilà, pour moi, pareil, si des gens ont déjà fini parce qu'ils ont reçu le KS ou des gens le finissent plus tard et tout, dites-moi si vous avez eu ce phénomène-là. Je serais curieux de savoir parce que peut-être que en fait on a débloqué les bons objets au bon moment qui ont fait que notre run s'est trop bien passé et qu'en plus on est allé dans les bonnes piles parce que c'est vrai qu'on a beaucoup débloqué par exemple le vert et le violet. Le vert c'est la survie et le violet c'est un peu les trucs tricky. On est allé assez peu dans les trucs de force au final parce que j'ai l'impression que le vert c'est vraiment trop trop fort dans le jeu. Moi c'est l'impression que ça m'a donné. Donc voilà, je veux pas dire. En fait, c'est chiant de parler de ça parce que du coup, ça peut faire dire ah ouais, mais non, mais le jeu il a un problème et tout. Alors que régler un jeu comme ça doit être un putain d'enfer. Et pendant 80% du jeu, voire plus, une partie excellente en fait. Moi vraiment, à part ce point, j'étais en train de me dire ouais, mais c'est quoi ce jeu? Comment ils ont réussi à faire le truc? C'est vraiment trop trop bien. Inès était à fond aussi. Donc voilà, il faut quand même en parler. Et moi, je serais curieux de voir s'il y a d'autres retours dans ce sens-là. Et de voir si du coup le mode de difficulté qui est débloqué, est-ce qu'il corrige quand même un petit peu ça, ou est-ce qu'on a toujours un peu ce sentiment une fois qu'on l'a fini. Et après, autre point négatif, donc là par contre c'est beaucoup plus factuel, et ils sont déjà en train de bosser dessus. Ah, il faut une FAQ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tellement de points flous, pas compréhensibles. Non, en fait, flous. Il y a beaucoup trop de points flous dans le jeu, notamment des éléments de jeu, par exemple le mur, où ils te disent dans la règle, voilà, il y a le mur. Et puis à un moment, tu vas avoir des rencontres et ils te disent de mettre le mur, mais t'es là, mais à quoi ça sert? Et en fait, plus tard, tu vas débloquer des cartes qui vont interagir avec ça. Mais pourquoi ils te disent pas à ce moment-là, avec le token mur, on vous expliquera explicitement si vous devez en faire quelque chose, s'il y a une interaction avec ou quoi. Là, tu as l'impression de poser un truc et de te dire, mais attends, du coup, il manque un point dans la règle. C'est pas le seul. Il y a des états, notamment, en fait, à deux aussi, il y a des points de timing un petit peu bizarres qui se sont posés, notamment sur quand tu congèles un ennemi ou quand tu enlèves une carte. Enfin, on a compris au fur et à mesure, mais tu te poses des questions en fait. Et sur un jeu comme ça qui est aussi fluide et qui pourtant a des règles aussi simples, c'est pas normal de se poser ces questions. Il y a beaucoup trop de questions qui se posent, même avec certains boss, des interactions. Après, il y a beaucoup d'éléments qui interagissent et tout. Mais je pense que ça aurait pu vraiment être réglé avec une FAQ. C'est sûr et certain que le panel de test des gens qui ont testé ce jeu, s'ils en ont, hein, je sais pas, c'est peut-être que les designers et l'éditeur, hein, et dans ce cas-là, ça expliquerait ce problème-là. Mais si tu prends des testeurs random sur le jeu, c'est sûr et certain qu'ils vont les faire remonter. Même au-delà de ça, d'avoir un petit peu à la CCG, moi un truc que je trouve excellent, le dos de la règle avec une espèce de mini FAQ, mini n'oubliez pas ces points en fait. Et du coup, c'est vraiment ça qui manque. Donc la FAQ va sortir, bonne nouvelle avec la sortie du jeu. Moi, je l'ai eu 100, donc c'était relou. Et les gens qui l'ont kickstarté ont eu 100. Pareil, il y a une rune, je la comprends toujours pas. Je comprends toujours pas pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a une erreur? La rune de l'araignée, vous me direz, mais là, il y a un truc qu'on comprend pas avec. Voilà, des questions qui se posent, qui vont être réglées avec la FAQ. Donc, a priori, tout ça va plus être problématique. Mais c'est vrai que nous, il y a des moments, ça m'a fait un petit peu twister, hein. J'étais en mode, mais putain, mais pourquoi il n'y a pas de précision sur cette interaction dans la règle, quoi? Pourquoi? Voilà. Ça, c'est pas grave parce que ça se fixe. Et ils sont conscients du problème, hein, parce que vous pouvez aller regarder sur BGG, 90% des questions, c'est des points de règle comme ça, hein. Donc ils ont très vite annoncé une FAQ, tout le monde a mis un son pouce bleu
Mais voilà, c'est là aussi où tu vois que Scorpion Masqué, en plus du taf d'édition qu'ils ont fait, là, j'avoue que c'est un gros point, c'est un gros point qu'ils ont raté, qui est un peu étonnant. Mais ils sont très réactifs sur le sujet, donc une fois qu'il va sortir, que vous l'aurez acheté dans le commerce, surtout allez consulter la FAQ sur leur site. Je sais pas s'ils vont mettre, je pense que non, parce que le jeu doit déjà être en prod, donc ils peuvent pas mettre un petit feuillet avec. Je pense pas qu'ils puissent le régler ça, mais je vous conseille très vivement d'aller sur le site de l'éditeur quand vous avez la boîte pour aller imprimer la FAQ absolument. Ça va vous servir et ça va vous éviter des questionnements un petit peu relous pendant la partie. Donc voilà, sinon je pense qu'honnêtement, j'ai peut-être la mémoire courte parce que c'est toujours dur en octobre de se rappeler des jeux du début de l'année, tout ça et tout, mais moi pour moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué pour le coup, cette année. C'est une grosse claque de game design. Et pour le coup, pour les gens qui sont toujours là, gna gna gna, c'est pas original, gna gna gna, on en a marre de tout le temps les mêmes jeux, alors que c'est pas vrai, c'est pas tout le temps les mêmes jeux, et qu'au final, moi j'ai plus envie de jouer à des bons jeux qu'à des jeux qui réinventent la roue sans arrêt, parce que souvent, c'est pas tout le temps les meilleurs jeux qui font ça. Bah là, pour le coup, j'avoue, ils ont réussi à créer quelque chose de complètement nouveau, enfin, pas complètement nouveau, mais qui a énormément de choses complètement nouvelles et qui a un nouveau type de jeu, tout simplement. Là, pour le coup, on est vraiment sur un nouveau type de jeu de société, un nouveau genre. Peut-être que ça va probablement, si le jeu marche bien, probablement lancer. En tout cas, ça va inspirer des choses, ça c'est sûr, notamment par exemple cette espèce de plateau en haut dont je vous parlais, ça va inspirer des choses très clairement. Donc voilà, Dead Cells, pour moi, c'est le cadeau indispensable de Noël. Achetez-le à Noël, vous pouvez y jouer avec vos enfants en plus, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, les règles sont simples, vraiment, c'est très très simple. Et en même temps, comme je dis, ça reste très tactique, donc voilà, très grosse sortie, hein. Ils font fort, hein, parce qu'après SkyTeam l'année dernière qui avait fait un gros carton, là sortir ça, bravo, comme quoi, quand même l'impression que sortir moins de jeux, mais les sortir vraiment travaillés avec un taf d'éditorialisation et de développement vraiment, parce que là il y a eu du dev. Vraiment, il y a eu du dev. Ça m'étonnerait que ce soit que les créateurs qui aient fait tout le dev. C'est sûr et certain que l'éditeur a fait une grosse part du dev aussi, j'en suis quasi certain. Si Scorpion Masqué passe par là, je serais curieux d'avoir, d'en savoir un peu plus sur le dev, le carnet de dev, même sur la commande, de comment ça s'est fait et tout. Je serais assez curieux d'en savoir plus. Donc voilà, bravo à vous, et voilà. Après cette grosse vidéo, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc les prochaines vidéos, a priori, ça va être sur les éditeurs que j'ai réussi à choper. Donc spoiler, il va très probablement y avoir du Matago et du Monolith, a priori. Ça va être les principaux concernés pour les prochaines. Voilà, dites-moi si ce genre de format d'ailleurs vous plaît, mais de toute façon, dans tous les cas, moi ça me plaît, donc je vais continuer à en faire. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va atteindre ses limites. N'hésitez pas en commentaire d'ailleurs de me dire si vous avez des idées de format et tout. Tout est ouvert à la discussion, ça peut être cool des fois des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Euh, donc voilà, abonnez-vous au Ko-fi si vous voulez soutenir la chaîne. Je sais qu'il n'y a pas de contrepartie directe, mais c'est quand même important parce qu'on n'en vit pas et ça prend quand même pas mal de temps. Et puis voilà, j'essaie de proposer du contenu un peu différent, qui est plus, que j'essaie d'être plus argumenté en tout cas. Donc ça prend forcément plus de temps que des petites reviews de 5 minutes après une partie, clairement. Euh, je dis pas que tout le monde fait ça, hein, je dis pas que c'est mal non plus, je dis juste que factuellement ça prend plus de temps. Donc voilà, merci à vous, ciao, des bisous.